Aujourd'hui, un épisode un peu spécial de Time to Shift avec un détour par la fiction d'anticipation. La nouvelle de science-fiction que vous allez écouter a été écrite par l'écrivain Laurent Ladouary. Elle s'inspire du rapport État d'avancement du plan de transformation de l'économie française, PTEF de son petit nom, élaboré par l'association The Shift Project. Ce plan de transformation de nos activités essentielles, se nourrir, se loger, se déplacer, se soigner, travailler, comprendre, échanger, a pour but de faire des propositions concrètes afin de rendre ces activités saines et robustes dans le contexte de crise économique et écologique dans lequel nous sommes entrés depuis quelque temps. La nouvelle propose une scénarisation fictive et librement adaptée par l'auteur suite à la lecture de ce rapport. Comme vous le constaterez, elle n'adhère pas inconditionnellement aux options retenues par le Shift Project. Cette fiction n'illustre donc en rien une voie unique, mais est bien plus riche que la version actuelle du plan. C'est précisément ce qui lui permet de poser le débat autour des grands thèmes de transformation de l'économie et de la société française soulevés par le Shift Project. Cette nouvelle offre un chemin à la réflexion appelant à s'interroger, comprendre et discuter de la manière dont nous pourrions transformer notre société et notre économie pour faire face à ces défis environnementaux et sanitaires. Nous vous proposons d'emprunter ce chemin avec nous en commençant par écouter cette fiction. Vous pourrez ensuite découvrir le rapport du Shift Project et participer au débat en donnant votre avis sur ce dernier à travers un questionnaire en ligne. Rendez-vous sur le site theshiftproject.org. Ça penche. Le chemin de terre était raide et caillouteux sur tout le long, depuis la ferme jusqu'à la route qui se cachait derrière les serres. Rassemblant son courage, Lucas inspira à plein poumon et se cramponna au guidon. Si j'arrive en bas en moins d'une minute, papa est dans le journal. Lucas lâcha les freins et chercha son équilibre en donnant le premier coup de pédale. Il sentit le triporteur glisser sous lui, happé par la pente. 1, 2... Le triporteur de la ferme était trop grand pour un enfant de 10 ans, mais avec la nonchalance d'une grand-mère toujours prête à bénir les caprices de son petit-fils, Hello lui avait donné la permission de le conduire. La veille, à 2000 km de là, dans cette ville de Stockholm dont Lucas savait qu'on y mangeait du renne et qu'on y donnait de l'argent aux scientifiques, son père s'était adressé à une assemblée d'experts qui l'avaient écouté avec attention. Hello lui avait permis de regarder les images sur son écran, mais tout était en anglais. Lucas avait seulement compris qu'il voulait faire pousser des algues à un endroit de la mer où personne n'allait jamais. Fasciné, il avait regardé son père dessiner au tableau des tourbillons, des hélices gigantesques et tout un monde flottant, irréel et majestueux. Son père les avait appelés juste après, pour dire que tout s'était bien passé, et il avait lancé en riant que si la Gazette lui consacrait un article avec ce qui se passe en ce moment, ce serait une bonne raison d'y croire, non ? 7, 8, les roues mordaient la terre battue en crépitant, la caisse tremblait au moindre caillou, le vent sifflait à ses oreilles. Pour ne pas tomber, il fixait les 3 cyprès qui marquaient l'entrée de la propriété, à côté de la grande maison que se partageaient les saisonniers. Lucas n'avait rien d'autre à offrir que de risquer de finir face contre terre pour que la Providence accepte de faire entrer son père dans l'histoire. L'image de l'amphithéâtre lui revenait avec le sourire embarrassé de son père face aux applaudissements. Il était toujours gêné quand quelqu'un témoignait de l'intérêt pour une de ses idées. « Ah ça, ton père n'a jamais manqué d'idées » avait laissé échapper Hello un peu sèchement. S'il reprenait la ferme plutôt que de construire ses moulins à vent au milieu de nulle part, je serais plus tranquille. Maintenant qu'il a mis toutes ses machines dans mes serres, il faut qu'il s'en occupe. Lucas arriva au niveau des serres en fendant l'air. 28, 29... Derrière les parois translucides, les allées plantées de légumes défilaient à toute vitesse. Les aubergines violettes, les fleurs jaunes des courgettes, les tomates écarlates. L'exploitation de sa grand-mère employait 5 personnes du village, sans compter les saisonniers. Sur la pression de son fils, Hello avait accepté d'avoir recours à 3 robots agricoles qu'elle avait baptisés conformément à leur physionomie Labrador, Basset et Mastiff. C'était une des premières fermes de la région à confier la supervision des récoltes à des machines. Au café de l'Emporium, les commérages étaient allés bon train sur le coût, la consommation électrique et l'intérêt même de ces robots. « Ils t'évitent de te casser le dos et surtout, ils servent la cause », avait répondu flegmatique le père de Lucas à Hello. « Tu verras, bientôt ils viendront te demander conseil et voudront tous avoir les mêmes. »
Hello choisissait ses plants en fonction de leur saveur, sans trop se préoccuper de leur durée de conservation. Labrador ne cueillait que des fruits mûrs, et ceux-ci arrivaient sur toutes les tables de la région, moins de 3 jours après avoir quitté la serre en passant par l'Emporium. Quant aux abricots, ils partaient pour Lyon, Paris, Genève. On les trouvait même sur les étals du plus prestigieux traiteur de Londres, dans des corbeilles en osier qu'elle faisait confectionner par un artisan du village. « Moins vite, Lucas, tu vas tomber !» cria Hello, qui était apparu derrière la serre. Lucas freina si fort qu'il s'en fallut de peu qu'il ne finit en vol plané au-dessus de la caisse. « Tu connais la consigne, si tu l'abîmes, tu le répares !» Les bras croisés, la mine sombre, Hello scrutait les gestes de mastif qui élaguaient les abricotiers. La machine, plus haute qu'elle, s'était dressée sur son séant. Ses mâchoires sectionnaient les branches d'un coup sec pendant qu'une de ses pattes les rangeait en fagots réguliers. Son haut-parleur était branché sur les informations du matin. Vous écoutez Radio Soleil, voici les titres de la journée. Raz-de-marée électorale en Angleterre. La tension monte en mer Arctique. Et de nouvelles annonces du gouvernement sur la taxe carbone. « À coup sûr, tu n'as pas remplacé le lingot, tu vas manquer de puissance au retour, » grommela Hello. Apparemment, les nouvelles l'avaient mise de très mauvaise humeur. « À tout à l'heure, grand-mère !» Il n'y avait plus que la grande descente jusqu'au cyprès. Lucas accéléra dans un dernier souffle. « 57 !» cria-t-il victorieusement en virant à gauche pour s'engager sur la voie cyclable. Oui, c'était certain, il le sentait, c'était un jour historique. Le soleil tapait fort et il commençait à faire chaud. En suivant la route de Bolène, il y avait 4 kilomètres jusqu'à l'Emporium. 10 minutes en voiture ou un quart d'heure à vélo. Lucas pressa sur l'accélérateur et bloqua sa respiration le temps de dépasser le méthaniseur. Après, la piste filait à plat à travers champs et la batterie n'était plus nécessaire. À cette heure de la journée, il ne passait que quelques estafettes de livraison dont le tic-tac, qui signalait leur passage, couvrait à peine le champ des cigales. Sur son triporteur rouge, dans ce paysage qui était pour lui le plus beau décor du monde puisque c'était celui de ses vacances, Lucas aurait pu renoncer à l'euro qu'Hello lui donnait quand il lui servait de commis voyageur. L'ornière où broutait parfois une chèvre égarée était piquée de bleuets, de blé sauvage et de coquelicots. Il flottait dans l'air une odeur de miel et d'herbes sèches. À droite, nettement séparés par des halliers de genêts, les vergers, qui faisaient la réputation de Bolène, alternaient avec la vigne et le chanvre. À gauche, sur la jachère décennale qui descendait jusqu'à l'autoroute, poussaient des chênes verts d'Andalousie, des érables du Liban et des platanes dont Hello lui avait expliqué qu'ils résistaient aux chancres colorés. Dans 10 ans, ces arbres seraient replantés ailleurs pour donner de l'ombre sur une place de village ou faire revivre les forêts malades partout en Provence. Au tournant, Lucas mit pied à terre pour reprendre son souffle. Le terrain tombait à pic et offrait un rare point de vue sur le canal de Donzère. Vue de haut, la plaine ressemblait à une maquette parfaitement ordonnée, verte et fauve sous le ciel bleu. Derrière le canal, les baraquements du chantier d'agrandissement de la gare ferroviaire posaient quelques touches plus vives. Au sud, les turbines du barrage de Mondragon semblaient si petites en comparaison de celles que son père avait dessinées. De l'autre côté, derrière Tricastin, se dissipaient les vapeurs d'Aristée, le réacteur modulaire qui alimentait depuis peu la région en électricité. Mais ce que Lucas voulait voir se trouvait au-dessous de ses pieds. Sur le ruban gris de l'autoroute du Soleil, quelques voitures roulaient sans bruit. Les camions, avec leurs pantographes redressés comme une trompe d'acier, glissaient par grappes sur les 2 voies express qui leur étaient dédiées. Lucas avait entendu qu'en laissant le camion en pilotage automatique, on pouvait dormir depuis Marseille jusqu'à Lille sans être réveillé par la moindre accélération. Son père avait tenté de lui faire comprendre pourquoi rouler à vitesse constante permettait de dépenser moins d'énergie, mais Lucas l'avait écouté d'une oreille distraite. Il rêvait à cette cabine où l'on pouvait manger un sandwich en regardant le paysage, jouer aux cartes avec ses amis ou lire des bandes dessinées en vérifiant de temps en temps que rien ne clochait sur les écrans. Routier, ce devait être un métier fort sympathique. Il reprit son chemin. À l'entrée de Bolène, la route s'élargissait. Lucas passa la pancarte de l'installateur de pompe à chaleur et arriva au niveau de la conserverie où Hello envoyait ses invendus. Derrière le rond-point envahi de figuiers de Barbarie, le toit de bois de l'Emporium apparut.
Hormis l'espace réservé à la gare routière, le parking électrique de l'Emporium était partout encombré de vélos, de triporteurs, de voitures familiales. Les emporiums étaient des points d'échange automatisés, la Poste les avait imaginés, et ils avaient aussitôt été copiés par les plus grandes compagnies de transport. Ils fleurissaient sur tout le territoire. Les estafettes des artisans y déchargeaient les colis que chacun venait récupérer quand il le voulait. Tout le monde profitait du prétexte de la recharge des batteries pour siroter à l'ombre une orangeade ou une anisette, regarder les informations sportives et discuter des affaires du jour dans une joyeuse atmosphère de café du commerce. En été, les touristes faisaient un détour pour y déguster les fameux petits farcis de Betty dont parlaient les guides. Même si la grosse voix de Betty lui faisait peur depuis qu'il était tout petit, Lucas aimait bien cet endroit. C'était sa mère qui en avait fait les plans. Le café, l'auberge et le hangar de l'Emporium étaient collés les uns aux autres, bâtis avec les mêmes poutres de bois sombre qui donnaient à l'ensemble l'air d'une hacienda. L'auberge répondait au principe de l'architecture modeste qui avait lancé la mode de bâtiments construits sur pilotis avec un nombre limité d'éléments normalisés. Pour 2 ou 3 billets, on y dormait dans un lit confortable, mais la salle de bain était collective et les clients devaient retirer leur couchage au guichet. Malgré ce confort que les anciens trouvaient spartiate, les 12 chambres étaient bien chauffées en hiver et toujours fraîches en été grâce à la ventilation de l'Emporium. L'auberge affichait toujours complet et Betty parlait de construire une annexe. À la belle saison, l'Emporium de Bolène employait 5 saisonniers en plus des 2 filles de Betty. Quant à Betty, lorsqu'elle n'était pas à ses fourneaux, elle trônait dans sa guérite. Depuis ce poste d'observation, elle saluait les habitués et surveillait les allées-venues, tout en profitant de l'air frais qui venait du hangar. Lorsque Lucas gara son triporteur, tous les écrans étaient branchés sur la même chaîne d'information qui transmettait les images d'une foule en liesse. Ils agitaient des drapeaux anglais et des drapeaux verts marqués d'un sablier noir. « Don't be a prick, save the planet !» 57% de oui pour le projet du gouvernement. Lucas sauta sur la coursive, sortit la carte électronique de sa poche où s'affichaient les numéros des casiers. D'abord, les vivres. Les denrées périssables étaient consignées dans la section réfrigérée. Quand Lucas approcha la carte du verrou, la porte s'entr'ouvrit et laissa échapper un souffle glacé. Il tira par l'anse les colis qui s'y trouvaient. Ils étaient envoyés par la boucherie de Bolène et une épicerie de Pierrelatte. Ils étaient si lourds qu'il dut s'y reprendre à 2 fois pour les hisser jusqu'à la caisse du triporteur. Le 3e était emballé de papier blanc comme un colis pharmaceutique. Il venait d'une ferme à insectes de Montélimar et Hello l'attendait avec impatience. Lucas récupéra dans un autre casier quelques minces cartons très lourds, probablement des lames pour les robots agricoles préparés par l'atelier de Rochegude. La caisse du triporteur était à peine assez grande pour contenir le tout. « Et maintenant, le journal !» dit Lucas, en s'épongeant le front. Il s'approcha des boîtes postales. Dans sa guérite, Betty souriait à son écran. Une jeune femme blonde y terminait son discours en plein air, peu impressionnée par les démonstrations d'affection de la foule. 2 routiers accoudés au guichet regardaient à travers la vitre. L'un heureux, l'autre inquiet, comme s'ils suivaient un match de foot. Le son était monté au maximum. Le référendum est une victoire totale pour le collectif Green, fraîchement élu au Parlement. La première ministre Hollander a remercié le peuple anglais pour son discernement. Miss Hollander a créé la surprise en annonçant la nationalisation immédiate de British Energy, qui se trouvait jusqu'à présent aux mains de capitaux français. Sa plaisanterie sur les grenouilles radioactives a provoqué l'hilarité et des sifflements nourris dans le public. Elle a réaffirmé son engagement de dénucléariser les îles britanniques en moins de 3 ans. « Moi, je dis bravo !» dit un routier. « À un moment, il faut y aller à fond si on veut avoir un impact. Regarde cette foule !»« Ouais, » répondit un autre routier. « Ça réfléchit peu, une foule. Ils applaudissent aujourd'hui et bientôt ils feront comme les Allemands. Ils achèteront plus de gaz à l'Ukraine et on ouvrira d'autres réacteurs. »« Tu ne gâcheras pas mon plaisir, Tonio !» pesta Betty. « C'est un jour historique, ils vont les fermer. Mousse, tournez d'anisette !»« C'est ça, ils les ferment aujourd'hui et dans 10 ans ils les rouvriront, dit Tonio en s'éloignant vers son camion. Comme les Allemands. Allez, bonne journée les amis. Et God save le jeune King !»
Lucas savait que si son père était là, il se serait engagé dans une conversation sans fin pour leur expliquer que son emporium n'existerait pas sans les centrales qui se trouvaient près du canal. Mais il n'avait aucune envie de se mêler à leur conversation. Toute son attention se portait sur le casier d'Elo. Le cœur battant, il approcha la carte du verrou. Lucas n'avait vu de journal imprimé que dans de vieux films. La Gazette financière était un site d'information assez exclusif qui tirait quelques milliers d'exemplaires pour les distribuer dans les lounges des gares et des aéroports. La porte s'ouvrit d'un coup, le plateau s'avança, mais rien ne s'y trouvait. Lucas plongea le bras au plus profond du casier pour se convaincre qu'il était vide. « Hé, toi, là, petit !» cria Betty. « Mais qu'est-ce que tu fais ? Il va me casser le plateau. C'est pas faute de le répéter. Ah !» Les gens n'écoutent rien. Betty avait abandonné son écran et lui jetait un regard plein de reproches. « On devait recevoir quelque chose, mais ça n'est pas dans le casier. »« Si c'est un livre, le libraire ne passe pas avant 11h, fit-elle d'un ton sec. « C'est un journal. La Gazette. »« La Gazette financière !» s'exclama Mousse. « Ce journal d'accapareur qui ne voyage qu'en avion. Ah, Betty, je rajeunis. Ce référendum me donne des envies de révolution. »« Boudy ! Mais c'est le petit Lucas !» s'émerveilla Betty en portant la main à sa bouche. « Comme tu as grandi. Je t'ai pas reconnu, Mousse. C'est le petit-fils d'Elo. »« Elo de la ferme des abricotiers ? Mais c'est chez elle que je vais. Je lui en prends 3 tonnes pour les monter à Paris. Tu veux que je te ramène, petit ?» Mousse pointa du doigt le camion électrique flambant neuf qui déchargeait au bout du hangar. Derrière la gaine qui enveloppait la porte arrière comme un cocon transparent, on apercevait les bras robotisés qui attrapaient les caisses par l'anse pour les attirer vers le tapis roulant. Elles disparaissaient dans les entrailles du hangar où la mécanique interne les répartissait dans les compartiments de destination. « Non, merci, répondit Lucas. « Vous savez où je pourrais acheter ce journal ? » « Si les enfants se mettent à lire les journaux de banquiers, c'est la fin du monde, soupira Mousse. Elo ne lit plus sur un écran comme tout le monde, bougonna Betty. Les gens, on veut faire la surprise à mon père, dit Lucas en baissant la tête. Il y a un article qui parle de lui. Sa mère lui avait ordonné de tenir sa langue, mais c'en était trop pour Lucas. Relevant la tête avec toute la dignité de ses 10 ans, comme si l'honneur de son père en dépendait, il a été invité en Suède pour parler de son invention. « Il est allé en Suède ?» demanda Betty, qui avait retrouvé son regard suspicieux. « Et en avion, certainement. »« Ah oui, il est parti hier matin, il revient ce soir. » Betty et le routier échangèrent un regard entendu. Décidément, certains ne voulaient pas comprendre. « C'est pour fabriquer de l'essence dans la mer, » se justifia Lucas. « Dans des poches en plastique. »« Mais quelle horreur !» s'offusqua Betty derrière sa vitre, comme si son intégrité et celle de son commerce étaient menacées. Il ne sait pas qu'on n'en veut plus de l'essence, du plastique et de toute cette pollution, ton père ? Non, vraiment, les gens ne veulent pas comprendre. Mais c'est de l'essence faite avec des algues. Ouf, fit Mousse d'un air expert. C'est pas la première fois qu'on essaie, c'est pas demain qu'on y arrivera. Et ton père travaille sur ça. Je croyais qu'il était biologiste ou un truc dans le genre. Il est généticien, répondit Lucas en serrant les poings. Il ferait mieux de reprendre la ferme de sa mère, conclut Betty. Sentant les larmes monter, Lucas enfourcha le triporteur, manquant de peu de tomber, et alors qu'il donnait piteusement quelques coups de jambe sur le pédalier pour quitter le parking, il entendait le rire de Betty. Il a son caractère comme sa mère, tu sais, l'architecte. Et comme Elo, il a une bonne bouille, ce petit gars. Elo s'installait toujours dans la serre où les robots étaient actifs. Elle était convaincue de leur efficacité, mais elle ne parvenait pas à leur faire une confiance absolue. Elle avait posé son tabouret et planté son écran de travail entre 2 allées où Labrador sectionnait les plus belles aubergines. Il les faisait tomber dans des caisses roulantes en fonction de leur taille. Un peu plus loin, Basset trottait entre les plants et s'arrêtait parfois pour couper une tige suspecte. Seul le ronron de la radio qui sortait de l'écran troublait le calme de la serre. Ce soir, nous évoquerons dans notre émission spéciale les forages chinois en mer Arctique et leur impact sur la diplomatie américaine. Mais pour le moment, nous avons le plaisir de recevoir la philosophe Claire Théus pour la sortie de son livre « De la nature ». Claire Théus, vous publiez à la rentrée « De la nature » qui sera mis en ligne le 15 octobre. Pourquoi ce titre ? Depuis Lucrèce, les philosophes occidentaux ont plus écrit sur la technologie que sur la nature.
Ce n'est pas le cas dans les civilisations arabes et orientales. Si vous voulez penser la nature dans une perspective occidentale, vous devez revenir à Héraclite d'Éphèse. Son De la nature, dont il ne reste plus que quelques fragments, a façonné le visage que nous donnons à la nature. Bon Dieu qui sait tout et qui peut toutes choses, dit Hello à haute voix. Dis-moi combien d'aubergines Labrador récoltera aujourd'hui. Sur l'écran, une série de nombres s'afficha. C'était au kilogramme près une évaluation des légumes arrivés à maturité, opérée par le logiciel qu'Hello avait rebaptisé « Le Bon Dieu » pour dialoguer avec lui. Le Bon Dieu commandait au système de goutte à goutte, faisait varier l'opacité des voiles de la serre en fonction de l'ensoleillement et pouvait les replier en quelques secondes quand la tempête menaçait. Il supervisait les travaux des robots de jour comme de nuit. Il détectait la moindre tache suspecte sur une feuille grâce à la vigilance de 6 drones corbeaux qui, de plus, se chargeaient d'éloigner les oiseaux. Pour que ce miracle tranquille s'accomplisse quotidiennement, Hello se faisait aider par un ingénieur d'Avignon. Comme beaucoup d'agriculteurs, Hello avait commencé sa vie professionnelle dans un bureau, mais les recommandations du logiciel lui avaient permis de doubler la production en 5 ans. L'introduction des machines s'était révélée plus efficace qu'elle ne l'avait imaginé pour sécuriser la production contre les aléas climatiques qui posaient un problème croissant dans la région. Le Bon Dieu recensait toutes les techniques d'agronomie, des plus anciennes aux plus modernes. Il avait, par exemple, suggéré de planter les tomates et les aubergines dans la même serre pour réduire le risque de mildiou. Plus récemment, il avait recommandé de prémunir la serre contre une attaque de pucerons qui sévissait à 5 km de là. Son infinie sagesse, par l'entremise des machines qu'il commandait, avait permis à Hello de se passer presque entièrement de pesticides. Depuis, la terre avait pris une belle couleur brune. La teneur en carbone de l'humus avait explosé. Les 3 robots du Bon Dieu avaient bien servi la cause et le lycée agricole de Carpentras avait demandé à visiter l'exploitation. Quand Hello vit Lucas entrer dans la serre, tout dégoulinant de sueur, elle ne put s'empêcher de sourire. « Je t'ai dit que tu partais avec un lingot déchargé. »« Bon, c'est pas la peine de faire cette tête. Quand j'avais ton âge, il n'y avait pas de batterie sur les bicyclettes. Tu as les insectes, mon grand. » Lucas lui tendit la boîte et le visage d'Hello s'éclaira. « Mon invincible armada, dit-elle, en ouvrant la boîte avec aussi peu de ménagement que Lucas avait mis de soin à la transporter. Une légion de hannetons et de coccinelles pour exterminer tous les pucerons qui oseront venir dans ma serre. Tu veux les voir ? Non. » Hello fronça les sourcils et remonta ses lunettes pour regarder son petit-fils en face. Ses cheveux bruns étaient collés par la sueur et ils avaient pris la marque du casque. Ses joues étaient couvertes de poussière où ses larmes avaient creusé de sillon. « Tu es tombé ?»« Non. Le casier était vide. Il n'y avait pas la gazette. »« Comment ça vide ? Ne me regarde pas comme ça, on l'a commandé ensemble. Ça fait des années que j'ai pas tenu un journal en papier entre les mains. Ça m'aurait fait tout drôle. » « Il a peut-être un peu de retard. » Elle l'attira contre elle Lucas qui avait grandement besoin d'un câlin et se tourna vers l'écran de contrôle. « Bon Dieu de bois, c'est quoi ce boulot ? On n'a pas reçu la gazette, gronda-t-elle pour tenter de faire sourire son petit-fils. L'écran afficha un message non ouvert datant de 7 heures le matin. Il provenait du service client de la Gazette financière. En raison de la forte demande de nos clients prioritaires suite au référendum anglais, nous ne pourrons vous envoyer comme convenu l'exemplaire demandé. Nous vous enverrons gratuitement un fac-similé dès demain. « Ça veut dire quoi, fac-similé ?» demanda Lucas. « Une photocopie. » Lucas haussa les épaules. Il se dégagea des bras de sa grand-mère et quitta la serre en frappant du talon sous le regard circonspect de 2 drones corbeaux. Le corps de ferme respectait lui aussi les principes de l'architecture modeste chère à la mère de Lucas. Leïla avait construit l'extension de la maison sur pilotis pour éviter de couler une dalle de ciment au sommet de la colline. Les murs étaient de bois, l'isolation était faite avec des fibres recyclées de l'agriculture. Quelques céramiques photovoltaïques sur le mur sud fournissaient assez d'électricité pour puiser l'eau, faire tourner l'électroménager et activer la pompe à chaleur pendant les canicules estivales. La maison communiquait avec le reste du monde par une antenne posée sur le toit. Hello avait fait venir les tables, les chaises et la grande bibliothèque de chez un ébéniste d'Orange. Elle avait chiné le reste du mobilier sur les marchés du Vaucluse. Elle ne s'accordait qu'un seul luxe. Sa vaisselle des grands jours venait de Moustier. Lucas entra par la cuisine comme un diable, faillit renverser l'un des bacs de la poubelle, traversa le salon et alla s'enfermer dans le bureau d'Hello où se trouvait l'écran.
Il présenta son visage devant la caméra et dit tout simplement « Maman ». Le visage de sa mère apparut quelques secondes plus tard devant un paysage désertique. « Qu'est-ce que tu veux ? Je t'ai dit que je t'appelais ce soir pour le retour de papa. »« Tu me manques. »« Moi aussi tu me manques, mon poussin. Un jour on s'arrangera et tu viendras au Maroc avec moi tout l'été. Tu verras tes cousins. Ils t'emmèneront voir les dunes. » 5 ans auparavant, le père de Leïla était retourné au Maroc, dans sa région d'origine, près d'Essaouira, et Lucas n'avait que quelques souvenirs de le serrer dans ses bras. Mais grâce aux écrans, il parlait avec lui très souvent, et chaque mercredi après-midi, ils jouaient ensemble aux échecs. C'était la première fois que Leïla allait le voir là-bas, et elle avait décidé d'y rester un bon moment. « On ira avec papa ?»« Bien sûr, Nigo. Ton père adore être ici, mais ça coûte de plus en plus cher. »« Je sais, » convint Lucas avec résignation. « Tu reviens quand ?» Leïla sourit pour donner le change, mais à ce moment, son cœur se serra. « Ton grand-père va mieux, mais il faut que je m'occupe de lui, tu comprends ?» Lucas acquiesça sans conviction. « Je serai de retour pour la récolte des figues. Ne les mange pas toutes d'ici là, d'accord ? » « Maman !»« Quoi ? À quoi ça sert l'invention de papa ?» Leïla se creusa la tête pour trouver la meilleure réponse. « Ça sert à fabriquer de l'essence en pleine mer sans avoir à pomper du pétrole dans des pays étrangers, mon grand. » Ben, ça je sais, il me l'a expliqué, mais à quoi ça sert au fond ? Eh bien, si ça marche, tu pourras prendre l'avion quand tu veux et venir au Maroc voir tes cousins, et ils pourront venir nous voir à Lyon sans faire de mal à la planète. « Hein ?» répondit vaguement Lucas. Leïla comprit qu'elle ne pourrait pas s'en tirer en lui conseillant d'aider Hello à la cueillette ou de dessiner une ville du futur. Il en fallait plus pour chasser le vague à l'âme d'un petit garçon loin de ses parents. Elle eut un sourire énigmatique. « Ça mettra fin à toutes les guerres et ça permettra à tout le monde de vivre mieux quand tu seras plus grand. Je crois que ton père aimerait que tu puisses voyager autant que nous quand on était petit, de rencontrer des gens sans te soucier de savoir si c'est bien ou si c'est mal de vouloir découvrir le monde. Et on pourra construire des villes magnifiques comme celles que tu dessines. » Leïla était une magicienne. Elle trouvait toujours les mots qui le faisaient aller mieux. « Alors souris, mon poussin, et tu l'embrasseras très fort quand il rentrera, car ton père a un courage extraordinaire. » Pour faire passer l'incident du journal, Hello prépara une tarte aux pêches et elle sortit une conserve de pâté de sanglier aux truffes qu'elle gardait pour Noël. La radio n'arrêtait pas de parler de l'Angleterre et de ce Premier ministre que les journalistes trouvaient formidable, mais aussi des forages pétroliers des Chinois et de l'envoi de sous-marins américains dans la région du pôle. Alors que Lucas finissait sa part de tarte, le mot fut lâché. « Pensez-vous qu'une guerre soit envisageable ?» Hello avait cessé de sourire, mais Lucas ne s'affola pas. Il savait que quelque part en mer, on construirait bientôt de quoi empêcher toutes les guerres et que pour ça et pour tout le reste, son père méritait bien de rentrer dans l'histoire. Ils avaient raison d'y croire. Lucas passa une partie de l'après-midi à lâcher des coccinelles et des hannetons avec sa grand-mère aux 4 coins de l'exploitation. Après le goûter, il alla travailler à la construction de sa cabane. Tout en taillant les branches avec son canif, il rêvait à des villes futures qui surgiraient d'une forêt redevenue sauvage. Les immeubles monteraient jusqu'au ciel et depuis les fenêtres avec de bonnes jumelles, on pourrait observer des sangliers, des loups, des ours et même des lions. De temps en temps, il jetait un coup d'œil du côté des 3 cyprès. Le jour tombait quand il aperçut, au loin, la bicyclette un peu cabossée de son père qui s'engageait dans la montée du chemin de terre. Il laissa tomber son couteau et courut à perdre haleine vers la maison. Il y a tout pour que ça se transforme en dictature, si en plus une guerre... Hello ne termina pas sa phrase. Lucas venait de faire éruption dans la cuisine. Son père était là, avec son sourire calme. Il mordait à pleines dents dans une tartine de pâté. « Alors, champion, dit-il la bouche pleine, il paraît que tu as remonté la pente sans batterie. » Lucas fondit sur son père. Il colla sa joue contre lui et le serra de toutes ses forces. « Je suis parti que 2 jours. » Lucas ne répondit pas. Il hocha silencieusement du chef, frottant son visage contre la veste de son père, espérant qu'elle boive discrètement ses larmes. « Je t'ai pris la gazette à l'aéroport pour que tu aies un souvenir. C'est une journée historique, mon grand. »
Pour rappel et contexte, la nouvelle de science-fiction que vous venez d'écouter a été écrite par l'écrivain Laurent Ladouary. Elle s'inspire du rapport « État d'avancement du plan de transformation de l'économie française », PTEF de son petit nom, élaboré par l'association The Shift Project. Ce plan de transformation de nos activités essentielles vise à faire des propositions concrètes afin de les rendre saines et robustes dans le contexte de crise économique et écologique dans lequel nous sommes entrés depuis quelque temps. La nouvelle est une fiction inspirée par ce rapport. Elle n'illustre en rien une voie unique, mais elle permet, par l'imaginaire, d'ouvrir le débat autour des grands thèmes de transformation de l'économie et de la société française qui sont soulevés par le Shift Project. Nous vous invitons maintenant à découvrir les articles de la Gazette financière évoqués dans la nouvelle sur le site du Shift Project. Vous y retrouverez également le plan de transformation de l'économie lui-même. Vous pourrez ensuite participer au débat en donnant votre avis sur le plan via un questionnaire en ligne. Rendez-vous sur le site theshiftproject.org.